Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'Alliance française de Taïwan, centre de Taipei. Vous savez, on a deux centres à Taïwan, l'un à Taipei, l'autre à Kaohsiung. Et on est très heureux aujourd'hui de recevoir Hubert, que je connais depuis quelques temps, parce qu'il a la bonne idée de scolariser sa grande fille à l'Alliance française. Mon petit garçon. Son petit garçon. Voilà. Et donc on se voit régulièrement à l'Alliance française en tout cas. Et Hubert, donc, que vous connaissez, mais je vais me rappeler, pour ceux qui nous connaissent un peu moins, vous faites quelques faits d'armes, j'allais dire, de ta longue et passionnante existence. Donc vous venez en 1972, Je peux pas le cacher. donc c'est il y a quelques années, plus jeune, c'est là. Et tu es arrivé, donc tu es journaliste, tu es arrivé à Taïwan en 2003, c'est la première fois. En 1999, la première fois, Ah. mais en 2003 définitivement. Ah voilà, les sources sont exactes, Exactement. Ok. Après avoir voyagé beaucoup dans certaines capitales asiatiques, Oui, on parlait à l'instant de Phnom Penh, de Kuala Lumpur, Singapour. Séoul, c'était après, avant. Séoul, ça a été après en 2012, Pékin en 2015, Osaka en 2010. Pour dérouler D'accord. Tu connais vraiment bien toutes ces grandes villes asiatiques. Et puis toi, ce que tu souhaites quand on approche du photographe, c'est vraiment là je cite, d'enregistrer des émotions que font naître en toi le passage du temps et de l'ombre projetée sur les villes. Hein, c'est quelque chose qui te parle. Et puis la relation des habitants avec leur environnement urbain. Du coup, donc tu vois la cité comme une scène, hein, là je recite à nouveau, je trouve ça très intéressant, sur laquelle se joue le drame des vies, des existences de chacun, nous y compris, mais aussi beaucoup des gens ici. Voilà. Et alors on t'appelle Yubai, tu pourras nous expliquer un peu pourquoi on t'appelle Yubai, qui veut dire le blanc au petit profit. C'est plutôt rigolo, mais... Oui, on peut accepter cette traduction. C'est pas celle que je préfère, mais puisque Bon. tu en parles, on pourra en discuter du pourquoi ne pas l'accepter. Après, bon, moi je présente Hubert, bien sûr, que vous connaissez, mais on pourra aussi, si tu veux, en conversation, réagir sur... Moi j'avais noté trois petites choses qui me paraissaient intéressantes sur le métier de photographe, sur l'artiste photographe, sur une grande référence de la photo, voir sa vision des choses et puis voir toi ce que tu en penses, parce que la photo a tous une vision des choses qui peut être tout à fait différente. Tu parles en tout cas, toi, de ces existences qui passent et des pierres qui restent. Enfin, oui, assez sympathique. Tu as peut-être déjà un texte à nous proposer? Non, non, pas du tout, mais on peut utiliser un mode détendu conversation pour évoquer la phrase que tu cites, sur lesquelles les existences passent et les pierres restent. Pour moi, c'est une manière d'envisager toute la problématique de l'espace urbain, de la manière dont les gens se l'approprient, de la manière dont les gens le vivent, de la manière dont les gens le transforment, et pour tenter de répondre à une question fondamentale qui me turlupine depuis de longues années, à savoir, est-ce que ce sont les hommes qui font les villes qu'ils habitent, ou est-ce que ce sont les villes qui finalement transforment les existences des individus, et existences qui finalement passent alors que les pierres restent. Et dans ma démarche photographique, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens des villes essayent de ciseler les villes à leur image, en sachant que finalement c'est eux qui partiront et que c'est ces pierres qui restent. Et c'est peut-être finalement les pierres qui sont les plus vivantes que les existences qui passent. Et sur un mode strictement photographique, c'est-à-dire en lien avec l'image, ce qui est intéressant pour moi, c'est le fait de photographier, de capter ce que les murs transpirent, des existences qui ne sont plus, et comment, en photographiant donc ces villes, ces murs, ces immeubles, ces espaces urbains, comment est-ce qu'on peut finalement lire de manière beaucoup plus parfois forte et parfois moins forte les existences qui les ont traversées. Et c'est donc une de mes thématiques, la pierre
dans sa dimension atemporelle. C'est de cette manière que j'ai approché Taipei, c'est de cette manière dont j'ai perçu Taipei. Et c'est donc toute cette question de savoir qui reste, qui part, qui m'intéresse dans mon approche photographique des villes. Après, donc je le disais à l'instant, mais après je te laisserai la parole pour que tu puisses reprendre le fil de ce que tu souhaites partager avec nous. On parlait de ces grandes villes que tu connais assez bien, voire très bien, mais Taipei reste pour toi la ville que tu préfères découvrir, photographier et partager avec les autres. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Bonne question, Tout à fait, oui, non. Non, mais il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a que de mauvaises réponses. Pourquoi Taipei? Parce que j'ai choisi Taipei à un moment donné de ma vie où j'étais encore plus jeune que maintenant, n'est-ce pas? Puisque j'ai désigné Taipei comme la destination d'une aventure que j'ai voulu m'offrir à un moment donné de mon existence pour me permettre une autre vie que celle que me promettait à un moment donné mon pays natal, la France, etc. Et donc c'est un projet qui a nécessité beaucoup de temps, notamment pour l'apprentissage du chinois. C'est un projet que j'ai pensé, que j'ai imaginé, que j'ai nourri, que j'ai même fantasmé, que j'ai dépassé et que finalement j'ai réalisé. Et une fois qu'on arrive dans cette ville, soit la première fois pour moi en 1999 ou la deuxième fois de manière définitive, c'est-à-dire sans billet de retour, parce qu'il y a des implications psychologiques dont on ne soupçonne pas toujours l'étendue, n'est-ce pas? Quand on arrive dans cette ville et qu'on est confronté à cette ville qu'on ne comprend pas, qu'on ne lit pas, qu'on ne sait pas comment approcher, qu'on ne sait pas comment intégrer, et ben, il faut faire l'effort d'aller au-delà de cet obstacle, de ne pas s'arrêter à la première difficulté et de revenir et d'abandonner ce projet que j'ai défini sur une période de temps non terminée en quelque sorte. Donc une fois qu'on est à Taipei, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut comprendre cette ville. Et comme j'étais à Taipei et que j'avais pas forcément le temps, les moyens de la quitter pour autre chose, etc., j'y suis resté. Et quand on y reste, eh ben, c'est un peu comme un mariage forcé en quelque sorte. Eh ben, il faut la comprendre, il faut l'aimer, il faut l'apprivoiser, l'intégrer, la digérer, la comprendre et la penser. Et donc pourquoi Taipei? Parce que quand j'ai déplié la carte de l'Asie au début des années 90 en me disant que c'est dans cette région du monde que je voulais avoir une existence différente de celle que me promettaient mes racines, etc. Ben, c'est très simple en fait. Je connaissais déjà l'Asie du Sud-Est par des amitiés cambodgiennes que tu soulignais en France. Donc l'Asie du Sud-Est c'est très bien, mais c'est pas forcément en termes d'environnement une Asie qui insiste à construire un projet un peu solide sur un plan par exemple professionnel. Pourquoi? Parce que pour moi c'est une espèce d'Asie totalement fascinante, presque venineuse au sens où elle fascine au point qu'on s'en oublie, au point qu'on se dilue dans cette... Je pense notamment aux pays de l'ancienne Indochine, c'est-à-dire le Vietnam, le Laos et le Cambodge, qui ont cette capacité à vous perdre, à vous effilocher, et qui fait que vous êtes moins dans incité à une posture de construction pour l'avenir, etc. Toujours en Asie du Sud-Est, c'est exactement la question de la Thaïlande, par exemple, qui est un pays dont le ciel m'a préservé de la fascination, puisque beaucoup y sont allés, mais ne sont jamais repartis. Voilà. La Malaisie est un peu particulier, puisque c'est un pays musulman, donc en termes d'intégration, il y a des implications qu'on n'est pas toujours prêt à accepter. Singapour, c'est une porte d'entrée, c'est pas une nation, c'est pas un pays, c'est un port d'accès, c'est une porte. Donc je m'imaginais mal m'installer sous une porte simplement.
Et donc, j'ai d'entrée écarté l'Asie du Sud-Est, que je connaissais en tout état de cause, au profit de l'Asie du Nord-Est. Alors l'Asie du Nord-Est, c'est quoi? C'est un Japon qui est tout aussi fascinant qu'il est fermé, se créer une place, un espace de vie, de respiration personnelle dans une société qui a à la fois cette entre guillemets, cette violence esthétique qui est tout à fait fascinante, dans laquelle on peut également, non pas se perdre, mais se cogner, et même s'user, se détruire. Ça n'avait pas de perspective très intéressante pour moi. La Corée qui, comme je le rappelle parfois avec humour, dans Corée, si on change le A en O, ça fait carré. C'est-à-dire qu'on est un peu gêné aux entournures parce que quand même une culture très pas dure, mais qui a une forme de, je dirais, sans vouloir juger, mais de point de vue de ma petite perception, une forme de brutalité. Donc ça n'était pas non plus envisageable. Et puis cette gigantesque Chine, cette masse chinoise, un peu pour le coup, là, et là j'insiste, brutal, n'est-ce pas, dans ses équilibres sociaux, très difficile à percevoir, parce que gigantesque, etc. Bref, il n'y avait qu'un seul pays, ou territoire, ou État, ce que vous voulez, ou nation, coincé entre ces deux pôles civilisationnels, qui ne ressemblait à rien de connu, à rien de référencé, qui ne ressemblait à rien d'immédiatement palpable, de déjà digéré par un Occident qui en aurait défini l'image. C'est ce que j'appelle toujours avec affection et pas avec mépris, je tiens à le souligner, le pays qui n'existe pas, soit Taïwan. Et donc, pour moi, ce pays qui n'existait pas, parce que maintenant, pour moi, je l'ai fait exister dans ma démarche photographique, c'était finalement tout le sens existentiel que je me suis inventé pour respirer ici, trouver ma place à Taïwan. Ce pays qui n'existait pas et qui existe maintenant pour moi était finalement le réceptacle le plus adapté à mon projet de vie que j'ai conçu dans le milieu des années 90 et que j'ai déroulé sans possibilité de retour à partir de 2003. Donc l'histoire de ce livre et ses photographies, c'est aussi l'histoire de cette démarche, la manière dont je suis arrivé donc, dans la première année en 1999 sans aucun type de référencement possible. Parce que quand vous êtes à Tokyo, au Japon, à Shanghai, en Chine, à Singapour ou à Paris ou à New York, quel que soit le niveau de votre culture en termes d'image ou quoi que ce soit, vous savez où vous êtes. Quand vous êtes à Tokyo, vous savez que vous êtes au Japon et tout vous crie que vous êtes au Japon. Comme à Paris, n'est-ce pas, comme à New York, comme à Singapour, pour citer. Tandis que quand vous êtes à Taipei, ce qui m'a fasciné dès la première minute, c'est que vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne savez pas où vous vous trouvez. Vous n'avez aucun type de référencement culturel qui puisse vous expliquer que vous êtes dans cette partie du monde avec ses implications culturelles, civilisationnelles, etc. Et donc, c'est cette impression de ce que j'ai appelé, c'est d'ailleurs le premier chapitre de mon livre, La faille spatio-temporelle, c'est que vous basculez dans un espace-temps qui n'a pas de référence, en tout cas pour moi en France. Quand j'ai fait mes premières recherches à la bibliothèque de Beaubourg, ce qu'on appelle la bibliothèque populaire d'information, au début des années 90, étaient référencés, combien de livres étaient référencés sur Taïwan dans cette bibliothèque de Beaubourg? Est-ce que vous le savez? 2. Eh bien, un ouvrage extrêmement technique et profondément ennuyeux sur la dimension technique de la réforme agraire lancée par le général Chiang Kai-shek, et un autre bouquin, je crois, sur les succès économiques de Taïwan. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune autre porte d'entrée pour un Français qui est dans une grande bibliothèque parisienne sur Taïwan que ces 2 ouvrages. Et donc, je suis arrivé plein de curiosité, je suis arrivé plein de curiosité, et donc ce bouquin raconte l'histoire de ce cheminement. Et donc, sur les 5 chapitres, à travers mes photographies, à travers
la manière dont je les ai déroulés dans ce livre, je raconte en quelque sorte l'histoire de ma confrontation avec Taipei. Quand vous arrivez dans un pays en tant qu'étranger et que vous êtes destiné à y rester, donc il faut faire un effort d'intégration qui passe par la maîtrise de la langue, ce qui prend beaucoup de temps, surtout en ce qui concerne le chinois, mais aussi vous devez vous projeter dans des espaces que vous faites vôtres, qui vous permettent de vous sentir à l'aise, de vous sentir chez vous, et ce processus prend beaucoup plus de temps qu'on peut y penser comme ça de manière rapide. Et c'est ce processus que je raconte aussi. Et donc, dans le cadre de ce processus, la ville qui est le premier espace auquel on est confronté, dans lequel vous devez vous installer pour vivre, pour vous créer les lendemains que vous vous êtes promis avant de venir, sans savoir que c'était à ça que ressemblait Taipei, qui ne ressemble en fait à rien quand vous arrivez, vous devez vous confronter à cette différence, confronter à cette différence qui est illisible parce que vous ne savez pas comment, par quel bout la prendre, comment vous y confronter. Et l'implication de la démarche d'expatriation qui est voulue, en fait, a aussi a des implications affectives qui sont aussi fortes, parce que vous commencez de zéro. Et vous êtes en permanence, on vous renvoie en permanence l'image d'un élément qui n'est pas intégré dans un système qui fonctionne déjà, et donc vous êtes en fait un spectateur plein de confusion parce que vous ne le comprenez pas. Et donc, il faut gérer toute cette dimension affective. Et il y a des gens qui choisissent l'écriture, il y a des gens qui choisissent la peinture, il y a des gens qui choisissent la sculpture. Moi, j'ai choisi la photographie que j'ai conçue comme un outil à la fois d'exploration, mais également d'intégration, de compréhension, et finalement un outil quasi thérapeutique pour me confronter à ce très profond sentiment de solitude que génère le fait d'arriver dans un pays comme Taïwan, qui en fait, malgré la première lecture superficielle, n'est pas un pays où on peut s'intégrer facilement. Pas parce qu'il n'est pas accueillant, c'est pas vrai du tout. Pas parce que... en fait, parce que c'est un pays qu'il faut comprendre. Et c'est en le comprenant qu'on peut en fait l'accepter dans toute sa différence. Et ce que je dis de ce pays, Taïwan, est aussi valable pour la ville Taipei. Quand je suis arrivé en 2003, je suis arrivé avec des amis qui ont eu un projet de beaucoup plus court terme que le mien à Taïwan, et à un moment donné, ils sont tous repartis. Et moi, je me suis retrouvé tout seul. Là, complètement sans mes références de France. Donc, vraiment désarmé face à la différence que je devais comprendre et intégrer. Et donc, je me suis mis à photographier. Je me suis mis à photographier, et c'est en ça que ça a une valeur thérapeutique, parce que ça me permettait de comprendre, ça me permettait de lire une réalité que je ne comprenais pas à partir du moment où le processus de compréhension me permettant de m'y intégrer. Donc, dans le premier chapitre de ce livre, vous avez des vues de Taipei où la taille du personnage dans le paysage urbain est volontairement conçue à petite échelle pour expliquer la manière dont je suis encore hors de la ville et je la regarde sans la comprendre, sans oser approcher ses habitants, en la tâtonnant en quelque sorte. Donc tout le premier chapitre de l'ouvrage est donc organisé autour de ces personnages dont on ne voit pas les visages, qui me tournent le dos, avec lesquels je n'ose pas rentrer en contact parce que je ne sais pas comment rentrer en contact.
et qui sont en quelque sorte enveloppés par cet espace urbain que je dois aussi, auquel je suis confronté de manière complètement ahurie en quelque sorte, puisque étant parisien d'adoption et ayant été éduqué dans le culte de la beauté de Paris, qu'elle soit haussmannienne ou pas, venir de Paris avec cet héritage urbain et débarquer à Taipei, pour être tout à fait honnête, c'est quand même assez surprenant. Et c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et alors que c'était la ville que j'avais choisie pour mes 20, 30, 40 prochaines années d'existence. Donc Taipei, au premier regard, a eu un pouvoir de déstabilisation quand même assez fort, en ce qui me concerne. Donc j'ai utilisé la photographie pour essayer de lire cette ville, avec des espaces urbains très éloignés de ceux auxquels j'avais l'habitude, et qu'il fallait comprendre. Donc toutes ces photos montrent en fait la manière dont je me suis confronté à la ville une première fois. Avec par exemple des habitants qui parfois osaient sortir de leur indifférence pour me jeter des regards beaucoup plus effarés qu'autre chose. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers qui s'enfonçaient dans les petites ruelles reculées de quartiers populaires pour en faire des photos. Donc, ce qui était assez marrant, c'est qu'il y avait un effet de miroir entre une ville que je ne comprenais pas et qui me paraissait complètement illisible, et des gens qui me regardaient, perdus dans cette illisibilité, et pour lesquels je paraissais tout aussi illisible.